2, 1. Ok. Petite vidéo, je vais vous parler d'hypertrophie en CrossFit. Ok, je sais que l'hypertrophie c'est quelque chose qui vend beaucoup, que ce soit dans le monde du CrossFit ou même dans le monde du fitness tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de programmations qui essaient de surfer sur la vague, on va dire. C'est assez vendeur l'hypertrophie. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de séparer le faux du vrai en termes d'entraînement d'hypertrophie et aussi mettre un contexte à ce que je dis, parce que sans contexte, rien n'est universellement vrai, d'accord? Donc là, je vais vraiment parler sur l'hypertrophie pour des athlètes de CrossFit qui cherchent à être performants en compétition de CrossFit, d'accord? Donc la raison pour laquelle vous intégrez de l'entraînement d'hypertrophie dans vos entraînements de performance, tout simplement, ça doit être pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu on prend une moyenne générale des athlètes élites de CrossFit et qu'on prend le poids moyen à peu près, c'est difficile d'exister si vous faites moins de 85-83 kg, même s'il y a certaines exceptions. Donc si vous êtes sous cette fourchette et que vous avez besoin de prendre tout simplement en masse maigre et changer votre composition corporelle, être un peu plus lourd pour être plus performant, bien sûr que l'entraînement d'hypertrophie, vous devez l'intégrer à votre entraînement. Si vous voulez intégrer de l'hypertrophie juste parce que vous avez vu un athlète à laquelle vous vous identifiez, un athlète qui est performant et que vous voyez vous voulez ressembler à cet athlète-là, vous voulez avoir la même composition corporelle que lui parce que vous voyez que lui il est performant et qu'il ressemble à ça et vous aussi vous voulez ressembler à ça, c'est peut-être pas la bonne raison. C'est peut-être pas une bonne raison pour intégrer l'hypertrophie. Donc voyez avec votre coach, c'est selon les besoins de chacun. Donc vraiment, si vous intégrez de l'entraînement d'hypertrophie, ça doit être pour des raisons de performance et pas autre, ok, pas pour des raisons d'esthétique. Ensuite, pour des athlètes de CrossFit évidemment. Ensuite, au niveau de l'hypertrophie, donc il y a quelques années, on apprenait aux étudiants en BPGEPS ou en université ou même aux coachs qu'il existait plusieurs types d'hypertrophie. Donc on avait l'hypertrophie myofibrillaire qui correspondait à créer, on va dire, des micro-lésions dans le muscle et permettre aux cellules satellites de se joindre au noyau de la cellule musculaire et faire en sorte que le muscle soit plus gros, etc. Puis ensuite, on avait l'hypertrophie sarcoplasmique qui correspondait à augmenter les stocks de glycogène et du coup les stocks d'eau pour faire grossir les fibres musculaires, les volumes d'eau des fibres musculaires, et l'hypertrophie vasculaire qui correspondait à faire augmenter le sang circulant dans le muscle, etc. Les études, c'était pas vrai. Toutes ces théories n'étaient pas vraiment fondées. Aujourd'hui, les études scientifiques ont montré que dans l'hypertrophie, on a soit le stress mécanique qui correspond tout simplement à tout simplement lorsque vous faites de l'entraînement de résistance lourd, entre guillemets, et donc vous avez l'étirement contraction sur le muscle va créer un stress sur les mécanosenseurs musculaires, ce qui va augmenter la synthèse protéique et la synthèse d'mTOR et donc créer une réponse hypertrophique, ou le stress métabolique qui correspond tout simplement à faire désaturer le muscle en oxygène, créer de l'hypoxie dans le muscle et du coup créer une fatigue qui va faire en sorte que certaines fibres par cette fatigue ne vont plus se contracter, créer un gros recrutement de fibres. Et aussi à travers cette fatigue, faire fonctionner le système anaérobie et créer, on va dire, des sécrétions métaboliques, donc ion H+, par exemple, et aussi des sécrétions de hormones de croissance à travers ce stress métabolique et cette accumulation de métabolites. Donc, lorsqu'on fait de l'entraînement en hypertrophie, c'est pas soit noir, soit blanc, c'est pas soit du stress mécanique, soit du stress métabolique. Il y a toujours un peu des deux à des degrés différents selon le nombre de reps que vous faites dans la série. D'accord? Mais c'est à peu près les deux mécanismes principaux de l'entraînement d'hypertrophie. On a le stress mécanique et le stress métabolique. Ensuite, les principaux facteurs qui doivent être présents dans votre entraînement d'hypertrophie, c'est le premier, le volume. Donc, c'est-à-dire que avant, on pensait que la charge était un facteur au niveau de l'hypertrophie. On se rend compte qu'en réalité, sur toutes les études qui ont été faites, sur de l'entraînement très lourd, donc par exemple, sur des séries de 1 à 5 reps,
Pourquoi la réponse hypertrophique serait moins importante si pourtant le stress mécanique est plus important? Il y a plus de tension lorsque vous faites des séries de 1, 2, 3 répétitions, puisqu'il y a plus lourd, la tension musculaire est plus grande. Pourquoi il y aurait moins d'hypertrophie que sur une série de 8-10 reps, comme on a l'habitude de penser, comme ont l'habitude de faire les bodybuilders ou autres fanatiques de musculation? Sur les études, en fait, on a montré que les séries avec peu de reps et lourds créent moins d'hypertrophie, tout simplement parce que c'est plus difficile d'accumuler du volume lorsqu'on fait ce travail-là, tout simplement car on crée une fatigue nerveuse plus rapidement. Si vous faites des séries de 3 répétitions à 90% de votre 1RM en back squat, forcément ça va être plus compliqué d'accumuler du volume plutôt que si vous faites des séries de 5 ou 8 ou 10, d'accord? Donc la charge, c'est pas un facteur d'hypertrophie, mais c'est en réalité le volume. Au niveau des études scientifiques, l'augmentation du volume était exponentielle avec la réponse hypertrophique jusqu'à un certain point, d'accord? Donc par exemple, des entraînements avec des séries de 3 ont moins de réponse hypertrophique que des entraînements avec des entraînements avec 3 séries ont moins de réponse hypertrophique que des entraînements avec 5 séries. Et ça monte jusqu'à un certain palier. Des études disent des choses différentes sur ça, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le volume, c'est un facteur d'hypertrophie. Plus vous aurez de volume, plus vous aurez d'hypertrophie. C'est pour cela que lorsque vous faites un entraînement qui vise uniquement l'esthétique, du culturisme et du volume, vaut mieux choisir des charges légères, parce que plus légères, en dessous de 70% ou de 80%, parce que vous allez réussir à accumuler plus de volume et donc avoir une réponse hypertrophique, d'accord? Ensuite, au niveau du volume, ce qui va dépendre entre est-ce que je choisis plus lourd ou est-ce que je choisis plus léger, ça va dépendre de vos objectifs. Forcément, en CrossFit, nous, on veut être fort aussi. La demande du sport fait qu'on veut être fort. Du coup, on va choisir sur de l'entraînement d'hypertrophie une fourchette de reps plus basse. D'accord? Mais en tout cas, le volume, c'est premier facteur d'hypertrophie. D'accord? Ensuite, échec volontaire ou proche de l'échec volontaire, c'est le deuxième facteur d'hypertrophie, tout simplement parce qu'on a un plus grand recrutement des unités motrices lorsqu'on va chercher des séries proches de l'échec, à l'échec, ou avec entre 5 et 2 reps proche de l'échec, d'accord? On a une fatigue et du coup on a un plus grand recrutement des unités motrices. Sur de l'entraînement très lourd, on a tout de suite un recrutement d'une grande fourchette d'unités motrices. Sur de l'entraînement un peu moins lourd, où on cherche à accumuler du volume, aller chercher l'échec volontaire, c'est le deuxième facteur d'hypertrophie. Donc les deux facteurs principaux, ce qui doit être présent dans votre entraînement en hypertrophie, c'est volume et échec volontaire, ou proche de l'échec volontaire, d'accord? Ensuite, j'ai mis quelques exemples d'entraînement en hypertrophie pour des athlètes de CrossFit. Donc, étant donné que la demande du sport, c'est quand même d'être fort, d'accord? Lorsque vous faites de l'entraînement en hypertrophie, la priorité, ça doit être d'abord l'entraînement de force, et on rajoutera ensuite sur des exercices analytiques ou en plus du travail d'hypertrophie. Mais là, votre priorité, ça doit d'abord de devenir fort, parce que tout simplement, c'est la demande du sport. Il faut atteindre un certain palier de force. Donc ici, premier exemple, j'ai mis back squat 3x3, RPE 8, si vous travaillez sur de l'autorégulation, ou 90%. Et puis ensuite, j'ai mis safety bar squat. Donc, safety bar, pourquoi? Parce que tout simplement, vous arrivez à avoir un stress sur les muscles visés. Donc là, en l'occurrence, c'est les membres inférieurs, avant d'avoir une fatigue sur les muscles posturaux du tronc. Donc, souvent, le facteur limitant sur l'hypertrophie, sur du front squat ou du back squat, on a souvent les muscles posturaux qui fatiguent avant les muscles moteurs, et du coup la réponse en hypertrophie est réduite. Du coup, safety bar, c'est un bon outil pour de l'entraînement en hypertrophie. C'est vraiment quelque chose qui est assez appréciable lorsqu'on cherche à rajouter de l'hypertrophie dans son entraînement. Si vous n'avez pas de safety bar, back squat tout simplement, ou belt squat, pourquoi pas. 3 fois max rep moins 2, donc je vais jusqu'à l'échec, mais je ne vais pas jusqu'à l'échec total, je garde 2 reps à 60% de votre back squat. Donc ici vraiment on a un travail d'accumulation de volume, et en plus on va chercher proche de l'échec volontaire. Ensuite, GHD Razor Curl, donc pour un travail de chaîne postérieure, ischio-jambier, semi-tendineux, etc. 3 x 8. Ensuite, exemple 2, on a un back squat, 2 reps toutes les 90 secondes à 85%. Donc là, travail de développement de la force avec autorégulation sur le volume. Et ensuite,
Blood BFR Cyclic Squat. Donc BFR, ça correspond à de l'entraînement sous occlusion. C'est un très très bon outil pour avoir un stress métabolique et avoir une grosse réponse hypertrophique sur des charges légères. Donc les études ont prouvé que l'entraînement en BFR, on avait les mêmes gains d'hypertrophie sur des répétitions à 20% de votre max, comparé à des séries sans occlusion avec une charge correspondant à 70-80% de votre max. Donc là, par exemple, si vous avez une fatigue nerveuse, parce que votre entraînement de force c'est la priorité, si vous avez une fatigue nerveuse, le BFR, ça peut être un très très bon outil, l'entraînement sous occlusion, pour avoir une réponse hypertrophique et avoir de l'hypertrophie. Et ensuite, j'ai mis BFR, donc cyclic squat, à 20% de votre back squat, et leg curl avec élastique, si vous n'avez pas de machine à leg curl, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour l'entraînement en hypertrophie, ça dépend des athlètes. Donc certains athlètes répondent mieux à des gros volumes avec des grosses intensités, et certains athlètes arrivent à avoir de l'hypertrophie tout simplement en Metcon. C'est pour ça qu'en CrossFit, on a des athlètes qui sont très hypertrophiés. C'est parce que certains athlètes ont de très bonnes réponses hypertrophiques lorsqu'ils font des Metcon, tout simplement parce qu'on a ce facteur-là, on a souvent ces deux facteurs-là. Certains athlètes n'arrivent pas à avoir les mêmes résultats. Ça va tout simplement dépendre de votre profil physiologique ou de votre passé sportif. Des athlètes qui, par exemple, ont un passé sportif en endurance vont avoir besoin avoir de gros volumes avec des intensités plus hautes pour avoir une bonne réponse en hypertrophie. Et d'autres athlètes avec qui ont plutôt un profil puissant vont avoir des réponses hypertrophiques très rapidement sans pour autant faire un travail d'hypertrophie dans leur entraînement. Et ces athlètes-là, c'est peut-être pas pertinent de leur ajouter du travail d'hypertrophie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. Merci, à bientôt.